J'imagine un monde de travail dans 15 ans où il y aura beaucoup plus de petites structures, de petites entreprises, que les grandes entreprises auront eu la difficulté à trouver du monde, auront dû se réorganiser et qu'il y aura toujours plus de monde qui feront ce qu'ils aiment et que les questions d'argent prendront moins de place qu'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Vision, un monde du travail en mutation. Aujourd'hui, nous parlons du couple argent-travail avec Christian Junot, expert de la relation à l'argent. Bonjour Christian. Bonjour Laure. Christian, quelle est ton histoire avec l'argent et qu'est-ce qui t'a amené à avoir une expertise sur le sujet? Alors déjà, je suis ancien banquier, j'ai travaillé 23 ans dans le domaine de la banque, dont 17 ans conseiller en placement financier. Donc moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne et j'ai eu l'occasion déjà d'observer des comportements extrêmement irrationnels dès qu'il s'agissait d'argent. Et je voyais, juste un exemple, on peut avoir peur de manquer en étant multimillionnaire, alors que visiblement, il n'y a pas de problème d'argent. Et il m'a fallu du temps pour voir que moi-même, j'avais une grosse peur de manquer, alors que j'étais pourtant très bien payé. Pour la petite histoire, aujourd'hui, je vois que la peur de manquer est vraiment la plus grosse problématique dès qu'il s'agit d'argent et que ça touche toutes les couches de la population. Qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, ça ne change rien sur le principe. Donc juste le fait déjà de voir que j'ai peur de manquer a été mon révélateur et ça expliquait beaucoup de mes comportements en famille également, de moi à moi, de ma manière d'utiliser mon argent. Et j'ai dit, je vais m'occuper de ça. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Peter Koenig, qui a fait des années de recherche des années 80, 90 sur le thème du rapport à l'argent. J'étais son organisateur pendant quelques années. Et puis après, il m'a dit, OK, Christian, tu peux aussi le faire. Et comment elle a évolué ta relation à l'argent, justement, durant toutes ces années? Je dirais que j'ai passé de la peur à beaucoup de sérénité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis indépendant. Tu me demanderas ce que je gagnerai en 2025. Je n'ai pas la moindre idée. J'ai envie de dire que ça n'a pas d'importance. Parce que j'ai une sorte de tranquillité d'esprit, que ça va marcher, que d'une manière ou d'une autre, l'argent arrivera à moi. Parce que j'ai confiance dans mes capacités à trouver des solutions, à faire face à ce que la vie va me présenter. Voilà, même si ton activité marche ou ne marche pas, ce n'est pas grave. Donc il y a vraiment quelque chose de tranquille et solide à l'intérieur, là où avant c'était très insécure. Donc actuellement, tu as plusieurs activités. Tu es conférencier, auteur, consultant également. Alors oui, disons que mes activités, soit j'anime des formations en présentiel ou sur Internet. Et effectivement, je fais beaucoup de conférences et j'écris des livres. C'est ça. D'accord. Alors, il y a beaucoup de croyances justement autour de l'argent. Tu en parlais, la peur de manquer par exemple. Là, c'est peut-être un peu plus profond. Mais quelles sont les croyances en lien avec le travail justement qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer Alors, il y a une grosse croyance avec le travail qui est il faut travailler dur, beaucoup ou longtemps, voire, entre guillemets, souffrir pour mériter de gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très, très ancré. Et après, on peut bien imaginer que 2-3 générations avant nous, c'est comme ça que ça se passait. Et tu vois, aujourd'hui, je trouve, enfin pas moi, parce que je suis un peu âgé, mais on voit les premières générations qui veulent un équilibre de vie, qui veulent autre chose du travail, que là, avant, il n'y avait comme pas trop de choix, je dirais, dans la manière de faire. Donc, si tu veux, cette croyance-là fait que ça emprisonne pas mal de personnes qui font une activité de cœur et qui ont de la peine à s'autoriser à gagner de l'argent sans souffrir, tu vois, avec facilité, parce que quand on fait ce qu'on aime, c'est facile, c'est fluide. Ils ont de la difficulté à se faire payer pour cela. Oui, il y a comme d'ailleurs un lien quand on fait quelque chose qui nous plaît. On devrait, c'est déjà bien qu'on fasse quelque chose qui nous plaît, donc qu'on soit payé pas très cher, c'est OK. Il y a ce côté-là, je trouve qu'on retrouve tous les métiers du care, par exemple, du soin. Oui. Qui sont en général pas forcément très bien payés. Les artistes, où on considère, alors bon, il y en a certains qui gagnent bien leur vie, mais on va dire que c'est une petite minorité, où on considère qu'ils ont de la chance de faire un métier épanouissant, qu'ils aiment. Donc comment on change justement cette croyance ? Déjà, juste voir aussi qu'effectivement, on prend l'exemple des artistes où quand on fait ce qu'on aime, d'une manière générale, avant, ce qu'on aimait s'appelait les loisirs. On faisait ça en dehors du travail, tu vois. Et tout à coup, on commence à mettre ça dans le monde du travail. Et c'est vrai que pour beaucoup, tiens, jouer de la guitare, machin, c'est du loisir, c'est pas un métier, tu vois. Pour beaucoup, la vision de l'artiste, c'est pas un métier, alors qu'évidemment, c'est un métier. Dans le métier du soin, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est que si on revient un bout en arrière, on voyait beaucoup aussi d'hôpitaux, il y avait des sœurs qui travaillaient gratuitement, tu vois, il y avait cette sorte de « on se donne pour les autres et ce n'est pas payé ».
Et c'est aussi pour ça que je vois qu'il y a comme tout un historique qu'on doit refaire de la place à, oui, c'est un métier qui a eu beaucoup de valeur et qui mérite d'être payé comme un autre. Oui, totalement. Et tu parlais justement du fait qu'on n'ait pas ce qu'on gagne. Ça, c'est important aussi comme... Bah, heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement, parce que ça signifie que dès le moment où on serait millionnaire, on est quelqu'un de bien. Et pourtant, on peut gagner des millions avec éthique et sans éthique aussi. Hein. Il y a de tout qui se passe. Et effectivement, et que quelqu'un qui gagnerait peu d'argent, voire pas d'argent, ne serait rien du tout. Donc je veux dire heureusement, parce que ce qu'on gagne ne parle pas de la générosité que nous avons, ne parle pas de notre manière de mener des relations de qualité, d'être attentif aux autres, d'être aimant. Ça ne dit rien de tout ça. Ça dit juste ce qu'on gagne, c'est tout. Ça ne parle pas de la qualité du travail non plus, puisqu'on vient d'en parler. Si par exemple on est artiste ou d'autres métiers, hein, d'ailleurs, moi je penserais à la création de contenu. On en a parlé, hein, on est voilà, dans une émission ou un podcast. Typiquement, il y a beaucoup de créations de contenu qui sont entre guillemets gratuites à l'heure actuelle ou peu rémunérées. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont peut-être à la limite effectivement, du plaisir, de l'envie de faire et qui du coup sont... c'est OK de ne pas être rémunéré. Oui, alors c'est vrai Mais après, beaucoup commencent aussi comme ça, en disant « je vais faire ça, je ne suis pas trop rémunéré, on verra ». Et finalement, à un moment donné, ils voient bien que ce modèle d'affaires a ses limites si je n'ai pas d'autres revenus à côté ou si je n'ai pas un ou une partenaire de vie qui m'amène des revenus. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comment faire basculer une activité de cœur à la faire rémunérer. C'est une problématique parce qu'en fait, ce qui se passe pour beaucoup de personnes, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de métier, qui choisissent un métier qu'ils ont vraiment envie de faire, pas toi qui subissent un petit peu ou qui sont sur les rails d'une tradition familiale. Et au moment où on choisit un métier de cœur, il y a toute une partie marketing administratif qui vont subir, mais qui ne sont pas leur choix. Au départ, ils veulent faire ça, et d'un coup, ils doivent s'y faire. Si je ne fais pas de marketing, comment je vais trouver des clients? Donc, ils sont très mal à l'aise sur ces aspects-là, et pourtant, ces aspects sont très importants aussi. Est-ce que tu vois d'autres croyances qui sont assez bloquantes? Alors, il y a beaucoup de croyances qui sont de l'ordre de « je ne mérite pas ». Je ne mérite pas, pourquoi je devrais gagner de l'argent, pourquoi moi, tu vois. D'autres méritent, mais pas moi. Donc il y a beaucoup de dévalorisation derrière tout ça, mais qui peut aussi venir de quel milieu familial je viens. Tu vois, quand on vient de milieu familial modeste financièrement parlant, en général, on ne s'autorise pas à faire trop mieux, un tout petit peu mieux acceptable, mais pas avoir le grand succès. Souvent, c'est une grande limitation. Tu parlais aussi de Peter Koenig, que tu cites d'ailleurs également dans le livre qu'on présentera plus tard. Et tu dis, donc la citation, on devrait gagner, enfin Peter Koenig dit précisément, on devrait gagner de l'argent en fonction du plaisir que l'on a. Oui, ça peut paraître très provocateur hein, de dire ça comme ça, et en même temps, mais il ne l'est pas, hein, quand il le dit, il le pense vraiment en disant, mais pourquoi ? Parce qu'une société où un maximum de gens aiment ce qu'ils font est une société qui sera plus joyeuse, on préfère tous avoir affaire à quelqu'un qui a le sourire que quelqu'un qui tire la gueule. Même si je regrette qu'il y ait des gens qui tirent la gueule de leur emploi. Donc simplement, lui, son idée, c'est de dire, si finalement je souffre au travail, eh ben, autant trouver une activité où j'ai du plaisir, je gagnerai plus et j'aurai du plaisir. Donc il disait, on pourrait essayer d'inverser la tendance plutôt. Je trouve que c'est très important ça, parce que c'est vraiment une vision presque à l'opposé de ce qu'on a effectivement, de ce que tu disais, hein, il faut trimer pour réussir, ou voilà, le côté labeur du travail. Tout à fait. Et si on a du plaisir, c'est OK du coup d'être moins payé ou autre. Oui, c'est ça. Plaisir, presque. C'est comme si le fait d'avoir du plaisir était une part de la rémunération. Absolument. C'est comme s'il fallait choisir son camp, tu vois, souffrir et mériter de gagner de l'argent, ou bien plaisir, puis dans ce cas-là, non, j'ai déjà du plaisir, c'est tellement énorme par rapport à tous ceux qui souffrent, je ne vais encore pas me mettre à gagner beaucoup d'argent, ce serait presque indécent vis-à-vis de ceux qui souffrent. C'est ça, d'avoir les deux, le plaisir et l'argent. Oui, mettre du « et », on est bien d'accord. Oui. Est-ce que ce n'est pas lié aussi un peu au regard que l'on a de l'argent? Alors si je parle de la France dans un premier temps, de la vision de l'argent qui n'est pas forcément bien vue, où il peut y avoir un côté peut-être un peu envieux parfois. Oui, tout à fait. Alors j'interviens dans plusieurs pays en francophonie, c'est vrai que partout l'argent est tabou, mais en France, je dis souvent, en France c'est tabou de chez tabou. Il y a vraiment un tabou encore supplémentaire, et c'est vrai qu'il y a... Tu vois, en France, j'entends souvent l'expression que j'entends presque pas ailleurs, c'est « vivons heureux, vivons cachés ». J'entends tellement souvent que je dis ailleurs, je n'entends pratiquement jamais ça. Donc ça parle bien de ça quand même, tu vois. On peut gagner de l'argent, mais surtout pas trop le montrer, parce qu'effectivement, on pourrait être jalousé, on pourrait en vouloir à notre argent ou je ne sais quoi. Et la France a quand même un historique, on a coupé des têtes de ceux qui dépassaient du lot.
Oui, et du coup, il y a un peu cette honte de gagner bien sa vie. Et en plus, si on a sur un métier qui nous plaît, comme tu disais, donc là, c'est le summum, argent plus plaisir. Comment on pourrait changer un peu, justement, ce point de vue? Comment on peut aller vers l'idée que c'est le plaisir qui devrait nous rémunérer plutôt que quelque part, alors, je dirais pas le labeur, parce qu'il y a des moments où on peut avoir beaucoup de travail et pour autant, c'est un métier qu'on aime, donc c'est un peu différent. Mais le côté, oui, avoir des métiers qui ne nous plaisent pas du tout, on y va forcer. Si tu veux, moi je vois beaucoup de personnes qui sont prisonniers d'une croyance qui est je n'ai pas le choix, je suis condamné à continuer de faire ça. Donc c'est toi qui rentre dans une forme de prison. Mais j'ai fait ça longtemps, j'ai fait trop de temps à la banque parce que ma peur de manquer m'empêchait d'imaginer voir ailleurs. Alors, moi c'était une prison plutôt dorée parce que bien payée, mais c'est une prison quand même, malgré tout, dans le sens qu'on peut aussi souffrir, être mal et tout ça. Mais beaucoup finalement ont cette croyance que j'ai appris ça, je fais ça, je ne suis pas capable de faire autre chose. Et si tu veux, là, ça devient compliqué parce qu'on subit sa vie plutôt que d'être créateur de sa vie. Et c'est là que, pour moi, c'est important de se mettre en chemin et de voir, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire autre chose? Plein d'autres personnes ont changé de métier, donc c'est possible. Mais ça demande déjà de détricoter ses croyances et de dire, c'est pas parce que je ne sais pas ce que je vais faire demain que je ne peux pas me mettre en chemin pour trouver à quoi pourrait ressembler ce demain. Oui, donc ça peut être des petites actions sans pour autant quitter son job dans un premier temps, commencer à faire des actions, mais commencer. C'est un peu ça que tu dis? Absolument. Tu vois, je peux donner l'exemple de mon épouse qui est dans un métier dans lequel elle souffrait, dans l'enseignement spécialisé. Et moi, je l'invitais vraiment à dire, mais sors de là, tu vois, je la voyais souffrir. Je me dis, c'est bien joli, je ne sais pas quoi faire. Enfin, elle était dans une sorte de réactivité par rapport à mes propos et prisonnier. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais le premier pas, c'est de soit de dire, oui, aujourd'hui, je veux faire autre chose. Juste de se reconnaître que je veux faire autre chose. Et dès le moment où tu vois, c'est comme si tu ouvrais quelque chose. Et à partir où il y a ce oui intérieur qui vient, il y a plein de choses qui vont venir à toi. Et tu vas commencer à avoir des opportunités là où tu ne les voyais pas parce que tu étais enfermé de « je ne peux pas faire autre chose ». Et elle, la semaine d'après, une formation arrivée à elle, elle l'a suivie. Et elle s'est formée à ça pour faire son nouveau métier. Ça allait d'une vitesse incroyable, mais juste à partir du « oui, je veux faire autre chose ». Oui, du coup, s'autoriser et se dire qu'on est capable de faire autre chose. Oui, s'ouvrir à l'idée déjà. Parce qu'après, peut-être qu'il faudra faire peut-être une formation supplémentaire et autres pour vraiment être compétent, mais déjà s'ouvrir à cette idée-là. Et comment on passe au-delà de la peur du manque? Parce que c'est ça qu'il y a derrière, comme tu disais. Alors, peur du manque, effectivement, peur de l'échec, peur de ne pas générer suffisamment d'argent, etc., etc. Donc, la peur du manque, si tu veux, très souvent, pour les personnes que j'accompagne, ça vient du mental. C'est-à-dire que c'est les pensées que nous avons. Est-ce que j'aurais assez ci, est-ce que j'aurais assez ça? Enfin, on est en train de projeter plein de scénarios négatifs dans le futur. On ne parle pas de tout de suite. Dans le futur, si tu veux. Alors, c'est sûr que si je suis toujours en train de penser négativement au futur de tout ce qui pourrait arriver de négatif, ce n'est pas une énergie qui est porteuse. Est-ce que tu crois que ceux qui réussissent, que ce soit dans le sport ou d'autres choses et autres, ils sont en train de se dire « Ah ben non, moi, j'y arriverai pas. Pourquoi moi ?» Non. Ils essayent, ils se donnent. Et c'est vraiment, moi je pense que c'est mieux d'essayer, de donner tout son possible d'essayer, plutôt que de vivre avec des regrets de ne pas avoir essayé. Peut-être ça ne marchera pas, mais même si ça ne marche pas, ça sera forcément apprenant. Et je pense dès le moment où on ose changer, de sortir, on dit sa zone de confort, j'aime pas trop ce mot, parce que souvent c'est sa zone de connu, de référence, je dirais plutôt. Mais c'est déjà apprenant, et déjà on n'est plus la même personne, et ça nous aidera peut-être à essayer une deuxième fois, une troisième fois, ça ne marche pas du premier coup. Mais comment on change ça ou on commence à le changer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même dans le mental et qui sont dans ces projections et qui ont du mal à s'en détacher, même si elles aimeraient. Oui. Alors si tu veux, moi en tout cas, ça m'a demandé d'être attentif justement aux histoires que je me racontais, tu vois, parce que ces histoires que je me racontais, c'est quelque chose j'étais ce que j'appelle moi dans l'esprit de manque. Dans l'esprit de manque, il y a une expression française, on voit le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, c'est vraiment focus sur tout ce qui n'est pas présent ou qui n'est pas assez présent. Et là-dedans, ça tire mon énergie vers le bas. Donc déjà, juste de voir ça, c'est quand je me vois dans l'esprit de manque, je peux dire, OK, et si je voyais l'autre partie du verre, qu'est-ce que je verrais? Et je verrais qu'il y a plein de choses qui vont bien. Et une phrase de Wayne Dyer, de mémoire, je crois, que j'aime beaucoup, qui dit « Commencez par voir tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. » C'est la première chose à faire pour sortir d'un esprit de manque. Tu vois? Autrement dit, je vais mettre mon focus sur
toutes mes capacités. Souvent, je propose aux personnes de prendre un temps pour aller voir leurs richesses intérieures. Mes richesses intérieures, c'est du savoir-être et du savoir-faire. Et je leur dis, mais vous allez lister au moins 50 choses. Les gens me regardent bizarrement. Et effectivement, je pense que la plupart, on peut lister 50 choses, mais on voit déjà nos difficultés à voir tout ce que nous avons de positif en nous, alors qu'on a de la facilité à voir tout ce qu'on n'a pas, tu vois, tout ce qu'on ne fait pas. Et juste commencer à ça, c'est déjà mettre du focus sur ce qui est déjà là en moi, qui sont des compétences, du savoir-faire, savoir-être, qui seront utiles dans plein de domaines. C'est regagner de la confiance en soi. Alors clairement, ça gagne la confiance en soi et l'estime de soi, hein, la valeur de qui je suis, parce que l'estime de soi, ça reste le socle sur lequel on peut bâtir quelque chose de solide. Et ça a vraiment été mon travail pour moi, c'était de muscler cette estime de soi qui n'était pas présente, même que j'étais cadre supérieur et tout ça, ça ne suffisait pas. Ça ne veut rien dire, effectivement. Non. Les gens qui ont des très hauts niveaux de job, Oui. d'emploi, et qui, effectivement, sur d'autres choses, ou derrière cachent une estime Absolument. assez basse. Comment on lit justement, parce qu'on est arrivé direct sur le lien du travail qui était rémunéré, mais est-ce que pour toi il y a un lien entre travail et rémunération? Où est-ce qu'il se situe? Est-ce qu'il peut y avoir justement du travail qui n'est pas en lien avec l'argent? Est-ce que pour toi le travail c'est toujours en lien avec l'argent? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot travail, si tu veux, parce que, tu vois, je vois que le mot travail, déjà aux enfants, tu travailleras bien à l'école, tu vois, ce genre de terme. Et quand on voit, tu connais l'étymologie du mot travail, hein, tripalium, instrument de contorsion, de torture à 3 pieds. Alors qui a été remis un peu en cause. Oui, hein, j'ai vu que c'était remis en cause ouais. par certains, c'est vrai, j'ai aussi vu ça. Mais je pense quand même que dans l'énergie du mot travail, regarde dans l'argot, on parle du taf, du turbin, on va à la mine, on va au charbon, enfin, il y a plein d'expressions. Cherche des expressions joyeuses et heureuses qui parlent du mot travail. Moi, j'ai trouvé un mot que j'aime utiliser, c'est œuvrer, de la belle ouvrage, tu vois. On revient sur le compagnonnage, peut-être aussi. Là, il y a quelque chose ouais, c'est beau, quoi. Tu vois, on parlait de beauté tout à l'heure, tu vois. Il y a quelque chose qui est beau. On honore quelque part le travail, là où ça devient quelque chose qu'on subit pour beaucoup trop de monde. Beaucoup trop de personnes travaillent parce qu'ils doivent gagner de l'argent, tu vois. Et c'est parce que je dois gagner de l'argent que je travaille, alors qu'au fond, non, moi aujourd'hui, je n'utilise plus le mot travail, parce que c'est comme ça ne me correspondait plus. Je parle de mon activité professionnelle, mais moi, ce qui me motive, c'est de contribuer. C'est le sens que je donne. À quoi ça contribue, en quoi ce que je peux faire rend le monde un peu meilleur ou rend service au monde. Et tout à coup, quand on change déjà de regard sur le mot travail, donc il est tourné vers l'extérieur plutôt que juste je dois faire quelque chose, il y a déjà quelque chose qui va changer aussi dans la motivation que j'ai, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on a l'impression qu'il sert à quelque chose de positif, c'est difficile de ne pas se lever motivé. Oui, c'est la notion de sens et d'utilité qu'il y a derrière. Enfin, absolument. Voilà. Mais je n'ai peut-être pas répondu à ta question d'ailleurs, je ne sais plus quelle était ta question. Le lien entre travail et argent, en fait, oui. et rémunération. Voilà, je suis parlé justement de dire, est-ce que dans le mot travail, on parle forcément de quelque chose de rémunéré ou pas, en parlant des études, tu vois. Donc on voit que ce mot est utilisé de toutes sortes de choses, hein. On parle même de l'accouchement, le travail qui se fait, donc on voit qu'il est utilisé de plein de manières, mais il y a quand même cette idée quand même de faire un effort, tu vois, dire le mot travail, quand même. C'est comme associé quand même à ça, alors que je peux te dire que quand je suis là avec toi, je ne fais aucun effort, c'est vraiment fluide, c'est facile, ça ne me demande pas d'énergie de répondre à tes questions. Oui, tu as du plaisir à partager d'ailleurs ce que tu as appris absolument. sur l'argent. Donc, on disait tout à l'heure justement qu'en France, il y avait, on va dire, une problématique, je ne sais pas si c'est le mot, avec l'argent. Oui, on peut le dire. Forte, oui. hein. Comment ça se passe dans d'autres pays? Peux-tu nous donner des exemples? Quel est le rapport à l'argent? Alors moi, je travaille sur le monde francophone, donc la Suisse, la Belgique, Luxembourg, je suis au Québec également. Je dirais que globalement, il n'y a pas de grosses différences. Je dis, ça reste tabou. Même au Québec, je pensais que tu étais plus influencé par les Américains, mais non, pas tant que ça. Après, on n'est pas allé peut-être au bout de la question. Je pense aussi qu'il y a quand même notre côté judéo-chrétien qui a eu influencé aussi. Tu vois, ta place au paradis, c'est pas en gagnant un maximum de pognon que tu l'avais. Au contraire, il fallait même l'acheter si tu étais riche, quelque part. Donc il y avait, tu vois, ce côté. Et je ne trouve plus maintenant le nom du Pascal Bruckner qui avait écrit un livre, je crois que ça s'appelait La philosophie de l'argent, je ne suis pas sûr du thème, et qui disait que dans la religion catholique, être pauvre était honorable. Donc, tu vois, il y a quelque chose déjà qui induit quelque chose que, encore une fois, gagner de l'argent, c'est pas trop bien vu. Mal. Voilà, il y a quelques expressions, effectivement, qui, même dans les récits bibliques, qui en parlent de ça.
Alors que dans la religion protestante, c'est être autonome qui est honorable. Donc tu vois, c'est gagner l'argent par soi-même. On n'est déjà pas dans la même dynamique au départ. Il y a peut-être plus l'œuvre, le côté œuvrer d'ailleurs. Oui, œuvrer et vraiment faire quelque chose, faire quelque chose pour être acteur de sa vie quelque part. Et dans les pays anglo-saxons, Oui. même si tu y es moins, Oui. parce que tu partages en foncé, on va dire, mais qu'est-ce que tu en vois justement, toi, la différence? Alors, je dirais qu'on est pas mal influencé par les États-Unis. Les États-Unis, ils ont effectivement un lien à l'argent égale réussite pour beaucoup, tu vois. Je suis ce que je gagne, on revient à la question de départ, tu vois. Je suis ce que je gagne, donc autrement dit, plus je gagne, plus je suis quelqu'un de bien. Mais ça cache quelque chose. C'est-à-dire que chaque fois qu'on projette sa réussite sur quelque chose d'extérieur, qui pourrait être ma belle maison, ma belle villa, mes revenus, mes avantages annexes, je ne sais pas quoi, quand on projette sa réussite sur quelque chose d'extérieur, ça dit quelque chose de nous qu'on n'arrive pas à se voir comme quelqu'un qui réussit, quelqu'un de bien. C'est comme si le bon côté de moi n'existait que par une façade extérieure. Donc c'est pour ça que moi, une partie de mon travail, c'est de se réapproprier, de voir que je suis quelqu'un de bien, juste pour qui je suis, sans devoir prouver quoi que ce soit. Parce qu'autrement, on court après des réussites. Et je peux te dire, ceux qui sont là-dedans, il n'y a jamais assez. Parce que je me vois, c'est comme si intérieurement, j'étais pauvre intérieurement et que je cherchais la réussite à l'extérieur. Et ça, c'est un grand piège que je vois, qui fait que beaucoup de gens courent après quelque chose sans savoir pourquoi. Oui, et on projette énormément de choses sur l'argent, qui est en lui-même neutre de base. Absolument. Qui est un moyen d'échange, on va dire. Et derrière, effectivement, selon les cultures, selon les personnalités, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter dessus. Et c'est important de voir que nos comportements avec l'argent viennent de nos projections. Si je pense que j'ai une projection positive, typique argent égale sécurité et liberté, qui sont les deux grandes projections typiques positives, au fond, je veux plus d'argent sans savoir que ce que je veux, ce n'est pas de l'argent, c'est de la liberté et de la sécurité. Puis d'autres vont dire l'argent c'est source de conflit, l'argent c'est ça, ou l'argent c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc ils rejettent l'argent en disant je ne veux pas participer à de l'injustice dans le monde et tout, et auront des comportements plutôt repousseurs, alors que l'autre cherche à plutôt accumuler de l'argent. Alors quelle devrait être la place de l'argent dans nos vies? Mais déjà, juste revenir sur à quoi sert l'argent, pourquoi l'argent a été créé, tu vois, et l'argent a été créé pour faciliter les transactions. Parce qu'entre un acheteur et un vendeur, c'est comme bien facile de pouvoir payer son café avec de l'argent, peut-être son paquet de cigarettes pour ceux qui fument, ses vacances et autres, sans devoir, si on enlève l'intermédiaire, on fonctionne avec le troc, et c'est possible, ça fonctionne encore, mais si on devait tout troquer, notre vie serait infernale, parce qu'on passerait beaucoup de temps à ça, ou je crois en tout cas qu'on consommerait beaucoup moins. Donc déjà, juste l'argent, c'est cet intermédiaire pratique, facile, entre acheteur et vendeur, et puis c'est aussi un étalon commun, un repère commun qui permet de donner de la valeur à un certain nombre de choses. Tu vois, je m'intéresse à un studio, tiens, quelle valeur a-t-on donné au studio? Un téléphone portable, quelle valeur a-t-on donné? Donc, de donner une valeur avec un langage commun, ça permet de se positionner, j'achète, ou bien je suis prêt à vendre à ce prix-là, mais c'est important qu'on ait ce même langage. Ce même langage, il est argent aujourd'hui, il pourrait être autre chose. Donc, si tu veux, c'est très neutre finalement, c'est l'utilité de l'argent. Mais on voit bien qu'on ne voit pas l'argent pour juste ça. Parce que si on voyait l'argent pour juste ça, je ne serais pas en train d'écrire des livres et de faire des conférences là-dessus. Oui, on le voit pour ce qu'il reprette. Ben oui, pour ces fameuses projections. Oui. Est-ce que tu as des exemples dans les personnes que tu as formées, que tu as accompagnées, de transformation dans ce rapport à l'argent pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça peut donner? J'ai toute une série de personnes qui, après des formations avec moi, ont dit j'ai enfin osé me lancer dans mon métier de cœur, j'ai enfin osé lâcher cet emploi dit alimentaire, ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et enfin, maintenant, je m'éclate, je fais quelque chose que j'aime. Donc pour moi, c'est toujours très réjouissant de savoir qu'il y a plus de personnes qui font ce qu'ils aiment qu'avant. Il y a ceux qui ont déjà fait le choix de ce qu'ils aimaient, mais qui galéraient financièrement, parce que ça revient au truc, j'ai du plaisir, j'ose pas demander de l'argent, puis qui disent, ça y est, enfin, j'ai pu pérenniser mon emploi, je fais ce que j'aime et je vois que ça marche, c'est possible de continuer à le faire. Après, il y a ceux qui disent je suis sous-payé depuis longtemps, enfin j'arrive à mieux me valoriser et être un acteur responsable de demander une juste valorisation pour ce que je fais, par exemple. Mais il y a tous ceux aussi qui viennent me dire l'argent est tellement moins une source de stress pour moi, mais également à la maison, vis-à-vis de ma compagne de vie, de mes enfants. Je suis plus relax, j'ai peut-être le même revenu qu'avant, mais quelque chose qui s'est apaisé à l'intérieur et ça change grandement la vie. Et aussi beaucoup de personnes qui disent « enfin, j'ose un peu me faire plus plaisir » parce qu'il y a plein de personnes qui ont de la difficulté à se faire plaisir, qui arrivent plus à le faire pour les autres que pour soi-même aussi.
Dans ce que tu dis, on voit bien que derrière l'argent, il y a le travail. Oui, en tout cas, Systématiquement, très souvent. effectivement. Mais c'est aussi l'utilisation de l'argent qui devient intéressante, tu vois. À un moment donné, si, tu vois, on a les fameuses expressions, on n'a pas envie d'être le mort le plus riche du cimetière, qui n'a aucun sens. Si c'est gagner beaucoup d'argent, soit pour ne pas en profiter soi-même, soit pour ne pas faire profiter les autres, et les autres, ça peut être des proches, comme des œuvres de toutes sortes, c'est malheureux, quoi. À quoi ça sert finalement de mourir avec plein d'argent qui a stocké, qui a stagné pendant tout ce temps? Oui. Alors, dans le monde de l'entreprise, parce qu'on a parlé des individus, mais comment on peut changer les choses, peut-être pour que l'argent ait une autre place, ou en tout cas ait une place équivalente à d'autres choses? Je pense peut-être à l'humain, je pense peut-être à l'environnement, en tout cas, voilà, qu'elle reprenne une place normale, sans pour autant l'enlever, puisqu'il est nécessaire, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le monde de l'entreprise, l'argent n'est pas un vecteur de motivation durable. Alors après, évidemment, si on est dans des métiers très peu payés, avoir un peu plus de revenus, ça fait une réelle différence. Mais globalement, ils disent effectivement que l'argent est plus un sujet de démotivation que de motivation. Autrement dit, j'estime pas être payé assez, je ne vais pas en faire beaucoup, mais si on me paye plus, ça va me motiver 2-3 mois, mais pas beaucoup plus. Puis après, la motivation, elle va revenir de là où elle était avant. Ce qui motive plus, c'est tout ce qui est autour. Alors on parle de l'humain, on parle de la chaleur humaine, on parle des possibilités de développement, on parle du sens de ce qu'on fait, on parle de travailler en équipe. Enfin, tout ça fait que ce sont des choses importantes, mais dès le moment où c'est des motivations intrinsèques, j'ai envie à travers mon emploi de me développer, de me déployer, tu vois, d'être dans une forme d'apprentissage permanent et également de contribuer à quelque chose de positif. Ça, ce sont des motivations intrinsèques qui fait que cette motivation, elle reste durable, si on veut. Et je pense qu'on a vraiment à revenir à plus de ça, de croire que juste parce que les gens sont payés, c'est suffisant. Je crois que c'est un grand leurre. Ah oui, ça c'est sûr. Mais au niveau de l'organisation de l'entreprise et peut-être au niveau de la course à la rentabilité de l'entreprise. Oui. Ben, je pense que là, on a un gros problème. C'est-à-dire qu'on a un gros problème dans le sens que il y a un moment donné, moi j'aime bien voir le triangle, il y a les actionnaires, il y a les collaborateurs et il y a les clients. Et puis on voit que suivant les périodes, l'accent est mis plus ou moins d'un côté. Et puis, alors je l'ai vécu durant mes 23 ans de banque, dans une grande multinationale en plus, où vraiment au début, on était quand même très en lien avec le client, d'amener le meilleur service possible. Et j'ai vraiment vu que petit à petit, ça allait toujours plus vers les actionnaires qui voulaient de la rentabilité, au détriment des clients, où le client on était plus devenu une vache à lait, et au détriment des collaborateurs aussi. Et je pense qu'on est encore là-dedans d'une manière extrême, qui fait que je ne crois pas que cette société puisse durer longtemps comme ça si la rentabilité est la priorité au détriment de l'humain. Est-ce que les entreprises sont là pour être au service des humains ou les humains au service des entreprises? Je pense que c'est une vraie bonne question. Oui, c'est une très bonne question. En tout cas, pour moi, normalement, l'entreprise, elle est faite pour les humains. Ben oui, et c'est fait par des humains. Donc ça n'a pas de sens, soit pas pour les humains. Et tu as des exemples d'entreprises, je crois que tu fais du conseil aussi, oui. Tu as des exemples d'entreprises qui font les choses différemment? Alors oui, j'ai des exemples d'entreprises qui sont intéressantes parce que déjà, on est beaucoup plus transparent sur les questions de revenus et de salaire, parce que très souvent, ça reste des choses encore assez bien cachées. Donc si c'est bien caché, c'est qu'on a des choses à cacher, probablement. Alors qu'effectivement, déjà, juste d'amener de la transparence, c'est déjà un signe de confiance. C'est déjà un signe que mon modèle de rémunération, pour moi, il tient la route puisque je peux le montrer, le nommer, tu vois, sans avoir peur d'avoir une révolution à l'intérieur de l'entreprise. Et ça va même plus loin, où j'accompagne une entreprise que je peux nommer, parce qu'il me nomme également, qui s'appelle Infusio, ici à Paris, où les collaborateurs choisissent leur salaire eux-mêmes, tous les 4 mois, ils choisissent leur salaire eux-mêmes en connaissant les chiffres de l'entreprise. Alors, je ne sais pas aujourd'hui combien ils sont, mais à l'époque, c'était une quinzaine à peu près. Oui. Mais un modèle de transparence où on devient acteur. Et je trouve ça révolutionnaire quelque part, parce que ça demande deux choses. Ça demande d'avoir une conscience de ses propres besoins, mais également une conscience du collectif, du groupe, de l'entreprise. Parce que si je pense juste à moi et je m'en fous de l'entreprise, ce n'est pas durable. Si je pense qu'à l'entreprise et je m'oublie, ça ne va pas non plus. Donc comment je peux mettre du « et » moi et l'entreprise? Et ça veut dire que je sais qu'à une époque, que les affaires ont été dures, eh ben, les collaborateurs d'eux-mêmes ont choisi de moins se payer pendant quelques temps jusqu'à que les affaires aillent mieux. Donc tu vois, la notion de conscience, c'est très beau. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, mais c'est un sacré chemin pour arriver jusque-là. Oui, parce que ça implique plusieurs choses. Ça implique aussi qu'il y ait une communication interne de tout ce qui se passe dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'entreprises. Parce que pour que les salariés puissent calculer leur salaire, quelque part, il faut qu'ils sachent quelles sont les difficultés actuelles, quelles sont les réussites. Enfin,
Absolument. Donc, ce que tu dis est vrai, c'est que ça demande qu'on est dans un milieu de transparence, surtout un milieu de grande confiance également. Ce qui est important, je ne sais pas si les choses ont évolué depuis, mais en tout cas à l'époque, chaque collaborateur, n'importe lequel, avait un droit de veto s'il estimait que quelqu'un demandait un salaire qui mettait l'entreprise en danger. Tu vois, on ne peut pas dire « Ah non, c'est pas juste, il me demande plus que moi. » Non, c'est rien à voir. S'il demande ça, il demande ça. Mais si quelqu'un met l'entreprise en danger, là, on a un droit de veto. Mais simplement, ça demande encore une fois de la confiance, ça demande de la conscience, ça demande qu'on est au service d'une entreprise, plus que juste on utilise l'entreprise. Tu vois. Oui, et ça apporte de la responsabilisation. Complètement, absolument. Et un vrai engagement dans l'entreprise, du coup. Oui, absolument. Et c'est pour ça que ce n'est pas que les gens seront mieux payés, parce que ce qui semblerait, que d'après des statistiques que j'ai vues, c'est que dans les métiers où vraiment, dans des nouveaux métiers, où on veut vraiment, dans l'économie solidaire responsable, que globalement les revenus sont inférieurs, parce que les personnes, ils trouvent tellement de sens et tellement de joie à contribuer à ça, qu'ils sont prêts à faire des concessions sur le revenu, parce qu'il y a d'autres formes de motivation que le revenu pour ces personnes-là. Oui, là, c'est une autre approche. Ouais. Là, tu parles effectivement d'une entreprise ou une petite entreprise. Oui. Est-ce que tu as des exemples de plus grandes entreprises qui ont mis des choses en place, peut-être pas de cette manière, mais pour remettre l'humain au centre et peut-être pour redonner une place aux financiers et à l'argent plus juste, en fait, tout bêtement, hein, pas le rejeter, mais plus juste. Oui. Ben, tu sais, alors ça pourra toujours fonctionner dans des parties de l'entreprise où tu as un responsable ou l'autre qui met l'humain au centre, ça pourra fonctionner. Pour que ça fonctionne pour des grandes entreprises, ça doit toujours partir d'en haut. S'il n'y a pas une réelle volonté de le faire d'en haut, ça ne marchera pas. Ça peut être fait à deux manières. Soit on n'est pas forcément actionnaire en bourse, parce qu'actionnaire en bourse signifie rendre des comptes régulièrement, etc. Des comptes régulièrement et potentiellement la pression qui va avec, et que je peux me faire virer à tout moment comme actionnaire, comme patron, comme PDG. Et donc ça demande effectivement qu'il y ait un actionnariat peut-être plus petit, ou en tout cas qui est avec nous. Et donc on parle de valeur, effectivement, à cet endroit-là. Et potentiellement qu'on se donne le temps aussi. Parce que, effectivement, mettre l'humain au centre, ça peut prendre un peu de temps, on va mettre d'autres choses en place jusqu'à que, et bien des études le montrent, il y aura des résultats. Parce que la motivation sera supérieure. Actuellement, un des grands drames dans le monde du travail, c'est le manque d'engagement. Souvent, les études, il montrent que 80% des gens ne sont pas réellement engagés dans l'entreprise. Ça a un coût énorme. Oui. Et que si justement on allait regarder plutôt pourquoi ils ne sont pas engagés et qu'est-ce que ça cache derrière et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, tout le monde a quelque chose à y gagner. C'est difficile de changer toute une organisation, effectivement, de remettre de la transparence, comme on en parlait sur l'argent, surtout avec la culture française. Oui. Où on a plutôt tendance à cacher les salaires, effectivement, qui est différent des anglo-saxons, qui vont plus facilement aussi montrer leurs salaires. Tout à fait. Alors, ils en parlent plus facilement, mais encore une fois, tant qu'on est sur une culture de rentabilité à tout prix, on ne va pas y arriver. Je dis toujours, c'est la gestion par tableau Excel. Tu vois, on supprime 50 emplois, ce n'est pas 50 visages, c'est un chiffre qu'on change. On ne changera pas si on ne met pas de l'humain, de voir. Moi, je dis chaque fois qu'on devrait, je dis toujours, ceux qui décident des suppressions d'emplois devraient recevoir toutes ces personnes dans leur bureau quelques minutes pour voir qui sont ces personnes, ce n'est pas juste des chiffres. Oui. Et je pense que c'est vraiment important, encore une fois, de remettre l'humain au centre. On n'a pas le choix, je crois. Et surtout, il y a pas mal d'exemples d'entreprises qui, justement, en mettant l'humain au centre, avec des gens qui sont du coup motivés, engagés, ont de très bons résultats. C'est souvent ce que ça amène en plus. Absolument, c'est pour ça que si on se donne le temps, c'est vraiment un résultat qu'on voit très souvent. Alors, quel serait pour toi un monde du travail, justement, où l'argent serait à sa juste place ? Je dirais que c'est dans le sens où l'argent serait un ingrédient parmi d'autres dans les différents niveaux de décision qu'on va prendre. Ça serait déjà ça. Donc ça veut dire qu'on donne moins d'importance à l'argent, mais pour donner moins d'importance à l'argent, ça veut dire qu'on doit aussi être plus serein avec les questions d'argent. Si un dirigeant est stressé avec les questions d'argent, ça va se manifester dans toute la hiérarchie, si on veut. Donc c'est déjà ça au départ. Et puis moi je trouve qu'avec l'argent, on peut aussi créer du rapprochement. Parce que très souvent, ce qui se passe avec l'argent, c'est que dès qu'on a l'impression que quelqu'un veut faire une bonne affaire sur mon dos, ça crée de la séparation, ça crée de la méfiance, ça crée de la distance. Et malheureusement, c'est beaucoup ça, tu vois. On va essayer de gagner un peu plus sur les fournisseurs, plus de marge pour ci, pour ça. Donc, on n'est pas dans un lien de rapprochement. On est dans un lien de recherche, mais sans tenir compte de l'autre. Alors que pour moi, dans le monde du travail idéal, et mon mentor Peter Koenig était clair là-dessus, il dit ce qui fera toujours la différence, c'est la qualité des relations qu'on va avoir avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec nos fournisseurs. Parce que tu as des relations de qualité,
on est prêt à faire des concessions, on est prêt à trouver des arrangements, on est prêt à chercher, tu vois. Moi, mon fournisseur, j'ai envie d'avoir du bon travail avec lui. Il faut aussi que je puisse honorer ce qu'il fait et puis qu'il puisse aussi pérenniser son projet et qu'on puisse discuter ouvertement. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et peut-être qu'on arrive à se mettre d'accord ou pas, mais au moins, le faire en transparence. Et je crois vraiment qu'on arrivé à avoir ces dialogues-là, tu vois, y compris nos clients. Si on a des problèmes, ils seront plus compréhensifs si on est vraiment proche d'eux que si finalement on leur vend un truc puis débrouille-toi après, tu vois. Donc je crois vraiment qu'encore une fois, la qualité des relations sera essentielle. C'est vraiment les relations humaines qui sont à choyer. Oui, absolument. À tous les niveaux, autant à l'intérieur de l'entreprise qu'avec tous les partenaires de l'entreprise. C'est vraiment ça. Chaque partenaire est important et chaque partenaire fait partie d'un écosystème. Et dans ce sens-là, il doit être aussi honoré à travers une qualité de relation et dire merci et trouver des arrangements aussi ensemble. Et effectivement, ça part souvent du dirigeant. Parce que s'il y a des choses qui sont par descendues, qui sont cachées, qui sont non dites, mais qui se sentent, forcément, ça crée des dissensions, on va dire, des difficultés. Et pareil par rapport au management qui va mettre en place aussi. Oui, absolument. Donc ça part d'un choix, si tu veux, puis après un choix qu'on doit implémenter. Mais après, un dirigeant tout seul, il doit s'entourer d'équipes qui vont fonctionner comme ça aussi. Et si tu veux, pour moi, il y a quand même toute une série de cultures, parce que pour revenir à ce qui se passe en France, je trouve en France particulièrement, c'est fort dans le monde du business, où on a l'impression que dès le moment où quelqu'un gagne de l'argent, forcément il la gagne au détriment des autres. Ça, c'est vraiment très fort. Tu vois, si on voit dans le milieu du sport ou des artistes, il n'y a pas ce même regard-là, même s'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment très fort dans le monde du business. Il y a une sorte de méfiance, tu vois. Quel que soit le patron, quel que soit ce qu'il a fait, forcément il a fait quelque chose de pas bien s'il gagne tout cet argent-là. Alors qu'il y a des patrons qui font vraiment un magnifique travail et qui font attention à tout le monde. Et il y en a d'autres qui le font à leur manière avec beaucoup de peur et de manière peu éthique. Malheureusement, il y a tout, mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette difficulté en France beaucoup d'argent et quelque part pas bien vu. Enfin, oui, on reste à ça, si tu veux. On revient à ça. Hein. On reste à ça, mais il y a ce côté encore très binaire, tu vois, bon, maintenant, les syndicats ont peut-être moins de poids qu'à une époque, mais avant, tu vois, il y avait toujours, c'était deux ennemis plutôt que se rencontrer quelque part. Oui. Ouais. Oui, alors que les deux ont à sa portée. Absolument, exactement. Ils travailleraient ensemble. Oui. Alors, tu as écrit plusieurs livres sur ces sujets, dont un, Ce que l'argent dit de vous. Je le monte à l'écran. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui. Est-ce que tu as d'autres livres également? Alors, j'ai plusieurs livres, mais ça, c'est mon livre best-seller. C'est vraiment le livre de base sur le rapport à l'argent, avec des exercices pour également transformer son rapport à l'argent. Donc, il marche très, très bien. Il va avoir 10 ans en 2025, justement. Et on fera, je pense, peut-être une édition pour les 10 ans, parce qu'on verra ce qu'on va faire, mais quelque chose. Et donc, ça, c'est vraiment le livre que j'ai écrit, que je ne trouvais pas moi-même. À un moment donné, je cherchais des livres qui correspondaient à ma philosophie, et puis à un moment, comme je ne trouvais pas, je me suis dit, tu vas l'écrire toi-même. Et c'est comme ça que j'ai décidé de l'écrire. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un livre. J'ai écrit un autre avec une femme qui s'appelle Lilou Massé, qui a un cahier d'exercice sur 100 jours, cahier d'exercice défi des 100 jours pour attirer son abondance. Je n'ai plus exactement le titre, mais bon, sur mes défis des 100 jours argent, et comment on en trouvera. Et sur le rapport à l'argent, il y a un petit dernier également qui s'appelle « Et si on parlait cash ?» pour les adolescents. Parce qu'on m'interviewe souvent aussi pour les parents, comment faire, argent de poche et tout ça. Mais également, c'est important que les adolescents aussi ont leurs expériences à faire, ont des choses à apprendre aussi. Et c'était une commande qu'on m'a faite d'écrire également pour eux. Donc ça m'a mis en joie de pouvoir passer déjà quelques messages aussi pour prendre peut-être quelques habitudes, en tout cas avoir des réflexions par rapport à ça. Et est-ce que la vision est différente justement chez les jeunes générations? Alors je dirais qu'il y a un peu toutes sortes, il y a un peu les extrêmes, déjà très jeunes, de ceux qui veulent déjà gagner beaucoup d'argent, qui sont parfois obnubilés par ça. Alors parfois, ce qui est assez sympa, c'est de voir des jeunes qui sont déjà très entrepreneurs, qui créent déjà des choses à 14 ans, 15 ans, donc qui sont acteurs, pas juste, tu vois, l'argent va m'arriver dessus, mais qui font déjà quelque chose pour ça. Donc ça veut dire que, au-delà de ce qu'ils font, je dirais cet esprit entrepreneur leur sera très utile aussi plus tard. Et puis il y a aussi des jeunes qui sont plutôt un peu dans le rejet, on rejette tout ça, on est plus sur des causes, et des causes qui ont vraiment du cœur, qui ont de l'importance aussi. Simplement, on rejette tout avec. Donc il y a ces deux extrêmes un peu, et puis après d'autres qui sont au milieu là aussi. Donc voilà, encore une fois, je crois qu'on peut mettre du « et ».
Et avec l'argent, on peut faire des choses qui vont rendre le monde meilleur, comme on peut faire des choses qui vont encore créer plus de séparation. L'argent n'est pas le problème, c'est l'utilisation qu'on fait qui va faire une différence. Et uniquement dans nos choix de consommation, on est en train de, on est en train de construire la société de demain suivant comment je consomme. Tu vois, si je veux des petits commerces, eh ben, je n'ai pas de choix que d'aller acheter des petits commerces, si potentiellement c'est un peu plus cher. Parce que si je veux qu'ils existent, ben, j'ai amené mon argent et de l'énergie associée avec ça. Parce que, enfin, dans le sens que je veux dire par là, c'est que quand je choisis d'aller chez eux, je donne un message que j'ai envie de vous encourager à faire ce que vous faites. Et mon argent va servir à ça. Oui, tout à fait. Il faut une certaine cohérence. Absolument. Mais qui est peut-être pas évidente avec justement la peur du manque qui peut venir derrière. Alors, tu as parfaitement raison, parce que moi, quand j'avais peur de manquer, malgré une fois d'excellents revenus, qu'est-ce qui se passe quand on a peur de manquer? On a la caméra qui est tournée juste sur nous, tu vois. Je regarde juste ma peur et je fais mes choix à partir de ma peur. Et un exemple très simple, c'est que quand on a peur de manquer, on veut acheter souvent le meilleur marché, on ne veut pas dépenser trop. Et le meilleur marché se produit à l'autre bout du monde. Alors, j'ai rien contre l'autre bout du monde, mais je veux dire par là, c'est que ça a des conséquences. On ne sait pas comment c'est produit déjà. On doit transporter, ça crée de la pollution, etc. Parce que je suis juste sur la caméra tournée sur moi et sur mes peurs. Alors qu'aujourd'hui, où j'ai beaucoup de sérénité, je mets j'ai envie que ce soit juste pour moi, mais j'ai envie de voir à quoi ça va contribuer. Et j'ai envie de trouver des acteurs que j'ai envie d'encourager parce que j'aime ce qu'ils font. Tu vois, donc là, on est et sur moi et sur les autres. Tu vois, on peut bouger la caméra. Et c'est pour ça que c'est important de transformer cette peur de manquer déjà parce que ça nous pourrit la vie et que nos actions avec l'argent sont ce qu'elles sont, mais pas aussi bonnes qu'elles pourraient l'être. Et cet équilibre n'est pas évident, effectivement, à trouver. Entre respecter ses valeurs, quelque part, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient acheter chez certaines personnes, plus enfin, ou boutiques ou lieux, plus peut-être que sur la grande distribution ou certains... Et qui malheureusement se disent qu'ils ne peuvent pas, tout bêtement. Et alors de temps en temps, ils vont trouver un équilibre. Mais donc je trouve qu'en ce moment, on est un peu entre ces difficultés, autant l'envie d'avoir du sens dans le travail, mais la peur de manquer d'argent, et vu les difficultés qu'il peut y avoir économiques, mondiales, qui font que ça bloque encore plus. Et en même temps, cette envie d'avoir du sens de l'utilité qui pousse de plus en plus. Et pareil, j'ai envie de dire, l'importance de certaines valeurs qui peuvent monter. Et en même temps, toujours cette peur. Et moi, je ressens un peu les choses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je dirais que c'est vrai que ce que je décris est plus facile si on a quelques moyens financiers que si on est un peu limite. J'ai vraiment... Et j'ai beaucoup d'empathie et de compassion pour ceux qui doivent compter tous les jours, vraiment, parce que je sais que ce n'est pas simple de devoir faire ça et ça peut être un stress supplémentaire. Après, je pense qu'il y a peut-être des systèmes D qu'on peut trouver, tu vois, en se réunissant à plusieurs peut-être. On voit qu'il y a de plus en plus de projets, peut-être, je ne sais pas s'il y en a autant en ville de Paris qu'en province, mais de projets, tout à coup, on va directement chez l'agriculteur, on trouve des manières de faire où on ne paiera pas forcément plus cher. Ça demande un peu d'énergie, c'est vrai, par contre aussi. Hein. Et du temps, de l'énergie et du temps dans ce sens-là. Alors, mais j'ai envie de dire que chacun, même c'est un petit pas, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun petit pas négligé. En tout cas, moi, c'est vraiment ça le message que j'ai envie de donner aussi. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid, d'ailleurs. Les gens avaient plus de temps et ils sont tournés plus vers le bio, plus vers certaines agricultures, si on parle de ça. Tout à fait. Donc, il y a aussi dont on ne va pas parler, ça sera un autre sujet, la problématique du temps. Le temps, l'argent, Alors, où peut-on te retrouver ? Alors, déjà sur mon site internet, www.cjunoconseil, conseil au singulier.com. Je suis sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, j'ai une chaîne avec plein de vidéos également. Voilà, sur mon site internet, il y a aussi beaucoup d'interviews et autres comme celui-ci aussi pour compléter tout ça. De toute façon, on mettait le lien sous le podcast et sous l'émission pour la version initiale. Avec plaisir. Alors pour terminer, j'aime bien faire contribuer le hasard, ou pas le hasard, si on n'y croit pas au choix. Donc je vais te faire tirer un nombre de 1 à 9. D'accord. Et puis spontanément, tu vas me dire par rapport à ce que tu auras tiré, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport soit avec ce dont on a parlé, soit avec le travail au sens plus large, ou avec ton parcours professionnel. Voilà. Je te laisse. Alors, j'ai le chiffre 3. Ah, simplement sur la base du chiffre, je crois que ça correspond à une question. Ok. C'est... Le chiffre 3. Alors, le 3, la première chose qui me vient déjà, c'est que nous étions 3 frères, déjà. Donc, et 3 frères qui, chacun, avons évolué extrêmement différemment, aussi tant sur le monde du travail que sur le rapport à l'argent. Mon grand frère est malheureusement décédé il y a quelques années maintenant.
Et voilà, lui a plutôt un peu galéré au niveau de son travail, il avait de la peine à se réaliser. Mon petit frère a vécu la première faillite de mes parents de manière très douloureuse, il a 12 ans de moins que moi. Et on voit que ça peut être un événement traumatisant. Donc lui, c'était « jamais je ne serai indépendant ». Il est directeur d'entreprise d'horlogerie, il a un très beau poste, hein, mais en tout cas pas indépendant, je ne veux pas être propriétaire et tout ça. Et puis moi, je suis un peu au milieu de tout ça. Je suis indépendant, voilà, je reprends un peu les traces de mon père, mais avec un choix, c'est que je ne ferai pas faillite. Je n'ai aucune intention de faire faillite, mon père a fait 2 fois faillite. Et voilà, je les ai vus, j'étais adulte déjà. Mais en tout cas, voilà, en même temps, j'ai envie de prendre son côté entrepreneur. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'éthique, qui était foncièrement honnête, mais qui avait quelques défauts qui faisaient que c'était pas, qui ont vraiment pénalisé sa vie d'entrepreneur. Et donc que chacun a pris d'une manière différente quelque part, Oui. ou a vécu d'une manière différente. Par contre, tous les 3, on n'a jamais voulu travailler dans l'entreprise familiale, parce que l'exemple de notre papa qui travaillait 6 jours par semaine était certes passionné, mais comme très peu présent. Ce n'était pas un exemple qui nous donnait envie. Si je suis honnête, aujourd'hui, je passe pas mal de temps dans mon activité. Alors c'est vrai que j'adore ça. Et c'est vrai qu'on compte moins les heures que on aime. Mais voilà, mais c'est vrai que ça ne nous a pas trop fait envie son modèle à lui. Oui. As-tu un dernier mot? En tout cas, moi, je dirais que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Je trouve que c'est important et je crois vraiment au plus profond de moi que nous avons tous une pépite à offrir au monde. Nous avons tous un diamant intérieur qui mérite de rayonner. J'ai envie de dire de un, donnons-nous les chances de se rayonner ce diamant qui est là en nous et faisons en sorte que l'argent ne soit pas ce grain de sable, en tout cas ce frein, ce blocage qui nous empêche d'offrir ce meilleur au monde. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux la société se portera. En tout cas, c'est à ça que j'ai envie de contribuer moi aujourd'hui. Merci Christian, une très belle fin. Merci Laure. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission de Vision, un monde du travail en mutation.